Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, au Nigeria, à Lagos, les autorités ordonnent l'arrêt des démolitions à Makoko après la colère des populations. En Libye, Saif al-Islam Kadhafi, figure centrale de l'après-Kadhafi, tué par un commando armé. En Ukraine, 2 morts dans une frappe de drone russe à Dnipropetrovsk à la veille de discussions diplomatiques. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Démarrons par le Nigeria, où l'Assemblée législative de l'État a ordonné l'arrêt immédiat des démolitions dans la bidonville de Makoko. Cette décision intervient après de fortes protestations des habitants qui dénoncent des expulsions sans concertation ni solution de relogement. La situation met en lumière les tensions sociales liées à l'urbanisation rapide dans les grandes métropoles ouest africaines. Suivons ensemble. Face au mécontentement et aux plaintes de la population, l'Assemblée législative de l'État de Lagos ordonne l'arrêt immédiat des démolitions dans le bidonville de Makoko. Après avoir examiné les pétitions concernant ces démolitions, l'Assemblée a rencontré les dirigeants de Makoko et des communautés voisines. Le gouvernement de l'État de Lagos prévoit désormais d'investir environ 10 millions de dollars dans la rénovation du bidonville. L'État nigérian va apporter une contribution à hauteur de 2 millions de dollars, tandis que les partenaires internationaux, notamment les Nations Unies, devraient fournir jusqu'à 8 millions de dollars pour un projet visant à moderniser le quartier. L'opération de démolition dans le quartier de Makoko avait suscité l'indignation de la population qui dénonçait des expulsions illégales et des démolitions sans préavis et sans solution de relogement. Des centaines de personnes se sont alors retrouvées sans abri. Selon les résidents, les travaux de démolition se sont faits bien au-delà du seuil fixé. Seules les structures situées à moins de 30 mètres du front de mer devaient être touchées. Des affirmations réfutées par les autorités qui démentent aussi les allégations de décès liés aux travaux de démolition. En Libye, Saif al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi, a été tué par un commando armé dans l'ouest du pays, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Il restait une figure controversée de la scène politique libyenne. Sa mort relance les incertitudes sur la stabilité du pays, toujours fragilisé par des luttes de pouvoir. Plus de détails dans cet élément. Saif al-Islam al-Kadhafi, l'un des fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar al-Kadhafi, a été assassiné mardi dans l'ouest de la Libye. Âgé de 53 ans, il était recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Selon son avocat français, il a été tué à son domicile de Zinten par un commando de 4 hommes armés. Les assaillants auraient neutralisé les caméras de surveillance pour pénétrer chez lui et l'exécuter. À ce stade, leur identité et leur motivation restent inconnues.
Ces derniers jours, des failles dans la sécurité de Saif el-Islam el-Kadhafi avaient pourtant été signalées. Une protection renforcée lui avait été proposée, mais il l'aurait refusée. Longtemps présenté comme le successeur potentiel de son père avant la chute du régime en 2011, Saif el-Islam s'était construit une image de réformateur, une image qui s'était effondrée lorsqu'il avait menacé les insurgés de bains de sang au début de la révolte. Arrêté en 2011, condamné à mort puis amnistié, il avait tenté un retour politique en 2021 en se portant candidat à l'élection présidentielle finalement annulée. En République démocratique du Congo, les autorités provinciales de la Chopo ont renforcé la sécurité autour de l'aéroport de Kisangani. Elles accusent les rebelles de la FC M23 soutenus par le Rwanda. Cette tension persistante dans l'est et le nord-est du pays rappelle la fragilité sécuritaire dans plusieurs régions d'Afrique centrale. Suivons ensemble. En RDC, les autorités appellent au calme après les attaques de drones contre l'aéroport de Bangoka situé à 17 km du centre-ville de Kisangani. Le gouvernement provincial de la Chopo accuse les rebelles de l'AFC M23 et leur allié le Rwanda d'être à l'origine de ces attaques. Cette infrastructure stratégique située dans le nord-est de la RDC a été la cible d'attaques de drones le week-end dernier. Selon les autorités locales, 8 drones ennemis ont été neutralisés avant d'atteindre leur cible. Aucune victime n'est à déplorer, mais l'attaque a semé la panique parmi les habitants. Kisangani, ville de plus d'1 million d'habitants, dépend largement de son aéroport en raison de l'état délabré des routes. À Paris, le procès en appel de Claude Moua-Imana s'est ouvert devant la cour d'assises. Ce franco-rwandais de 65 ans est poursuivi pour sa participation présumée au génocide des Tutsis de 1994. Les audiences doivent durer plusieurs semaines dans ce dossier, ravivent les débats autour de la justice internationale et du devoir de mémoire. Extrait à suivre. Condamné en première instance pour complicité de génocide, Claude Moua-Imana est de retour devant la justice française. Son procès en appel s'est ouvert ce mardi devant la cour d'assises de Paris. À 65 ans, ce franco-rwandais encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité. Ancien chauffeur à Kibuye, dans l'ouest du Rwanda, il est accusé d'avoir transporté en 1994 des miliciens Interamwe vers plusieurs lieux de massacre. Une église, un stade, une école et les collines de Karongi, Gitwa et Bisesero, où des dizaines de milliers de Tutsis ont été tués. En décembre 2021, la justice avait reconnu Claude Moua-Imana coupable de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité, le qualifiant de rouage indispensable de la machine génocidaire. Lui conteste les faits et invoque la contrainte. À l'ouverture de l'audience, la Cour a relevé de nombreuses incohérences dans son récit. Pour les parties civiles, il s'agit d'un tissu de mensonges pour la défense d'un homme ordinaire pris dans l'engrenage du génocide. Le procès doit se poursuivre jusqu'au 27 février. En Ukraine, 2 personnes ont été tuées dans une frappe de drone russe dans la région de Dnipropetrovsk, selon les autorités locales. Cette attaque survient alors que des négociations tripartites doivent s'ouvrir à Abu Dhabi. Le conflit continue de peser sur les équilibres géopolitiques et économiques mondiaux. Plus de détails dans cet élément. Absolument, ces discussions qui butent, on le sait déjà, sur un des points principaux de discorde, eh bien, c'est le Donbass, c'est la question territoriale. La Russie a répété encore et encore qu'elle n'avait changé aucune de ses demandes face à l'Ukraine, c'est-à-dire la cession territoriale complète du Donbass, y compris les territoires que la Russie n'a pas réussi à conquérir militairement depuis 2022. Or, l'Ukraine a plusieurs fois répété que cela n'était pas possible d'un point de vue légal, puisque l'Ukraine a un territoire reconnu internationalement depuis son indépendance. L'Ukraine a aussi une constitution selon laquelle son territoire est inviolable, donc toute cession territoriale demanderait des changements constitutionnels, demanderait également, ça a été
évoqué par le président Volodymyr Zelensky l'approbation du peuple ukrainien. Et puis Volodymyr Zelensky l'avait dit il y a quelques jours, si discussion sur des cessions territoriales il devait y avoir, en tout cas si accord il devait y avoir, cela ne pourrait se faire sans une rencontre directe entre lui-même et Vladimir Poutine, une rencontre qui elle aussi semble bien loin de l'agenda présent. 15 personnes ont perdu la vie après une collision entre un patrouilleur grec et un bateau transportant des migrants en mer Égée au large de l'île de Chios. 27 personnes ont été hospitalisées. Ce nouveau drame met en évidence les dangers persistants des routes migratoires vers l'Europe. Suivons ensemble. Au moins 15 personnes sont décédées mardi soir en mer Égée lors d'une collision à grande vitesse entre un patrouilleur de la police portuaire grecque et une embarcation transportant des migrants au large de l'île de Chios. Selon les médias locaux, l'embarcation aurait tenté une manœuvre pour éviter le patrouilleur. 25 personnes, dont 11 enfants, ont été secourues et transportées à l'hôpital de Chios. 2 officiers des gardes-côtes ont également été blessés dans l'accident. Une des femmes blessées est décédée plus tard à l'hôpital. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, plus de 1700 personnes sont mortes ou portées disparues en 2025 sur les voies migratoires de la Méditerranée et au large de l'Afrique de l'Ouest. Dans la bande de Gaza, les habitants ont commencé à regagner la ville de Khan Younis après la réouverture du poste frontière de Rafah avec l'Égypte. Les passages restent toutefois limités et l'aide humanitaire insuffisante, laissant de nombreuses familles dans l'incertitude. Image à suivre. طالع 5 يوسف شوف أمونة عندك أمونة يلا على الجوال مش على الطبيعة. Une dernière actualité pour boucler ce journal en Europe. L'Espagne, le Portugal et la Grèce envisagent d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans afin de lutter contre l'addiction numérique. Une mesure qui relance le débat sur la protection des mineurs face au contenu en ligne. Guardia approuve l'annonce qui a été faite hier par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Pour le quotidien catalan, un adolescent ne devrait pas avoir accès à des contenus inappropriés en un clic et il serait, je cite, impératif de rappeler à l'ordre ceux qui pensent que le monde n'a pas de règles et à ceux qui étant au pouvoir les enfreignent. Approbation également d'El País, satisfait de voir le débat mondial sur les adolescents et les réseaux sociaux s'orienter enfin vers la responsabilisation des entreprises quant à leurs effets néfastes. El Mundo, autre quotidien espagnol, se demande toutefois comment le gouvernement compte concrètement interdire les moins de 16 ans d'accéder à leur activité la plus fréquente depuis leurs 12 ans. Et il critique aussi une rhétorique répressive au nom du bien de la planète, semblable selon le journal à celle qui viserait la sacro-sainte tauromachie. N'en déplaise à ses détracteurs, l'interdiction des réseaux sociaux gagne du terrain pour les moins de 16 ans évidemment. Le Diario de Notices, j'annonce qu'une proposition de loi en ce sens a été déposée lundi au Portugal. En Grèce, Cathy Merini rapporte que le gouvernement est également sur le point d'annoncer l'interdiction des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Excellente suite de programme à vous.